Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du couple, nous allons parler de la relation, nous allons parler de tout ce qui peut toucher à cette envie parfois d'être en couple, ces manques qui nous amènent parfois à être en couple, de toutes ces projections que nous pouvons faire aussi sur l'autre, des difficultés que nous pouvons vivre dans nos relations et des raisons pour lesquelles nous vivons ces difficultés. Et je vais tenter de vous donner des conseils par rapport à mon expérience que je veux aussi vous partager. Peut-être aussi à des anecdotes qui j'espère vous aideront, en espérant que cela vous permette de ne pas vous tromper de chemin quand vous cherchez quelqu'un ou que vous êtes en prédation parfois inconsciente, d'une compagne ou d'un compagnon. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle François Breton. Ça fait plus de 28 ans que je pratique des techniques initiatiques méditatives et plus de 15 ans que je suis formateur et que j'ai accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus autonome et plus incarnée. La vidéo qui va suivre est un extrait de la formation Reliance qui a lieu une fois par an, dans lequel vous pouvez consulter en tout cas le programme et les liens en cliquant ci-dessous. Si vous avez l'habitude de regarder ces partages et si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir cette chaîne YouTube et à laisser en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Notre mental, la voix du mental, n'est pas la voix du cœur. Et notre mental, en fait, il mentalise sans que nous ayons besoin d'être en relation avec lui. Même quand on dort, il mentalise. Même quand on fait la sieste, on a des pensées. Même quand on ne veut pas penser, il pense. Ce qui veut dire que même si on touche au divin, même si on se stabilise dans un espace dans lequel on peut sentir le divin, lui, insatisfait d'être pas présent pour bénéficier de cet espace, car le mental ne vit pas dans l'espace du psychique, c'est-à-dire de la partie atmique, de l'âme, le mental continue à chercher le divin et continue à chercher des insatisfactions intérieures pour chercher le divin. Donc si on écoute le mental, jamais on pourra trouver le divin. Et c'est même pas trouver le divin, c'est accepter qu'il soit déjà là en fait et présent dans notre cœur. Je vous avais partagé qu'il y a des années, en fait, quand je pratiquais mes exercices initiatiques, c'était des exercices qui étaient principalement, il y a eu beaucoup d'années de méditation que j'ai faites qui étaient pour développer, en tout cas, des capacités intérieures. J'ai fait beaucoup de choses, voilà, vraiment des heures de méditation par jour, voilà. Et j'ai eu tout un ensemble de vies, comme tout à chacun, donc là, j'ai eu beaucoup d'expériences de vie assez jeunes, voire assez violentes. La raison de ça, ça a été d'apprendre à me connaître, mais de chercher quelque chose. Vous voyez, c'est toujours ça, c'est qu'on cherche quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Même dans le fait de changer de travail, de vouloir d'atteindre un objectif, c'est qu'on veut quelque chose, on veut acquérir quelque chose. Que ce soit une performance, que ce soit même un rêve, une passion, il y a le désir d'union, on veut quelque chose. Et ce qui est très intéressant, ça, et qui est important, on va dire plutôt ça, c'est-à-dire ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que va nous apporter le fait d'acquérir cette chose-là? C'est pour ça que c'est toujours intéressant, des fois, quand on a un projet ou quand on a une vision, on est porté par quelque chose, de dire, voilà, si je l'ai, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, une fois que je l'ai? Et c'est intéressant de voir que il se peut, et je veux bien, il se peut, que même vitalement, on soit insatisfait, qu'on se nourrisse, qu'on le goûte, et qu'on ait l'impression que malgré qu'on a réussi à avoir ce que l'on veut, c'est comme si on a la déception de ne pas vivre l'union, en fait. Parce que c'est comme si notre recherche de posséder, de chercher à vouloir et à acquérir était une sorte de maladroite tentative d'union et de fusion en fait avec le divin. Et à chaque fois qu'on a quelque chose, le désir d'un objet ou n'importe quoi, ou même le désir de quelqu'un, je parle de quelqu'un, même on parlait hier de la sexualité physiquement, sexuellement, vitalement, émotionnellement, amoureusement, même pour vivre avec quelqu'un, et ben on a cette vision dans laquelle l'autre personne devrait nous amener une complétude. Oui, c'est toujours cette recherche de complétude. Beaucoup de personnes cherchent à être en couple, rêvent de rencontrer quelqu'un dans l'espoir, inconscient ou totalement conscient, que cette personne puisse leur amener de la sécurité, puisse leur amener enfin un temps dans lequel elles vont plus être toutes seules, on pourra partager des moments, rire, etc., etc. Alors ça, on est OK sur le côté relation. Mais plus profondément, si on gratte, on réalise que les personnes recherchent à combler des trous intérieurement qu'elles n'arrivent pas et qu'elles n'ont pas comblés ou qu'elles n'ont pas remplis en fait elles-mêmes.
Et c'est là où toujours un déséquilibre, en tout cas dans le couple, peut se faire. C'est ce que je vous disais quand on parlait un petit peu du couple hier. Il y a soit le couple qui répare, soit le couple qui grandit ensemble. Alors, c'est pas parce qu'on se répare pas qu'on grandit pas ensemble. Mais très généralement, quand on est un couple pour se réparer, généralement, une fois que c'est réparé, on se quitte. Très généralement. Ça peut arriver qu'on reste ensemble, mais on finit par se quitter. Alors que quand on est un couple qui a grandi, qui a vraiment travaillé, ou que chacun individuellement fait un vrai travail, il y a vraiment cette chose où le couple peut grandir ensemble. Et vous savez, c'était avec un autre groupe, c'était le groupe de la semaine dernière, mais je plaisantais, mais je disais que les femmes n'ont pas de chance. Elles n'ont pas de chance parce que, si vous regardez bien, et je regarde, on est à peu près, en moyenne dans les stages, 75 à 80% de femmes dans le développement spirituel, en règle générale. La difficulté de la femme, et de la femme spirituelle, j'entends bien de la femme spirituelle, même la femme pas spirituelle, parce qu'une femme reste une femme sensible, réceptive, à l'écoute, voilà, il y a quelque chose qui est propre au féminin, d'avoir dans les milieux spirituels des hommes trop telluriques, qui ne sont pas ouverts. Et je plaisantais en disant, je plaisantais pas en fait, mais je disais que la majorité en fait des personnes qui sont là, qui sont généralement mariées, se retrouvent dans des situations dans lesquelles à un moment elles sont là et le mari il y croit pas, soit il y croit pas, soit il n'est pas dedans, soit voilà il y a une sorte de truc tacite qui s'est fait dans lequel il accepte qu'elle aille de temps en temps au cirque spirituel du stage de machin avec un tel dont il ne s'intéresse pas, mais elle a intérêt à revenir, à ne pas y aller trop souvent parce qu'il faut quand même aller faire les activités. Et c'est comme s'il il laissait sa femme un petit peu partir, vous savez, aller jouer un petit peu pour la récupérer après. Et voilà, je dis d'une manière un peu grossière, vous voyez, mais ça parle à beaucoup de gens en définitive. Parce que c'est vrai que des hommes conscients, il y en a pas énormément, c'est pas la même conscience, c'est pas la même manière d'être conscient. Il y a des hommes très intuitifs, très ouverts, très conscients, bien sûr, c'est équilibré, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des hommes, voilà, mais en règle générale, le tellurisme de l'homme et la conscience de l'homme ne portent pas sa féminité et sa réceptivité dans les mêmes espaces. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont très très sensibles, hypersensibles, conscients, intuitifs, etc., mais qui ne sont pas forcément dans les milieux spirituels et ouverts au divin, ouverts à la conscience ou à des pratiques qui sont propres à cette réceptivité en fait que l'on peut partager. Et généralement, dans les hommes qui vont être aussi présents dans les stages, on a affaire à des hommes justement qui ont un côté très féminin en définitive, très sensible, très féminin. Et donc c'est là où c'est marrant en fait parce que je vois en fait la déception un petit peu de toutes ces femmes qui sont dans ces milieux spirituels de ne pas trouver d'hommes qui les accompagnent et qui reconnaissent en tout cas dans cette dimension, on va dire tout ce qui peut grandir et ne pas avoir forcément la chance en tout cas de trouver un homme qui est sur ce chemin-là avec cette conscience et ce qui est relativement rare. C'est beaucoup plus facile pour un homme d'avoir une femme qui l'ouvre à cette dimension et qui l'initie, parce que le rôle de la femme a toujours été d'être initiatrice à tous les niveaux, c'est très connu, à tous les niveaux, vraiment. Même au niveau tantrique, la femme était initiatrice. C'est pour ça que même dans le tantra, on dit souvent que la femme est la kundalini, la femme est la shakti. Et que l'homme, lui, doit faire monter la Kundalini. Donc l'homme, il a une dimension dans laquelle il a le pouvoir dans la matière, dans la force, la puissance, la terre. Il a un côté intérieur-extérieur. Alors que la femme a la puissance de l'intuition, de l'invisible, de la profondeur. Vous voyez, c'est toujours un petit peu des rôles qui sont aussi importants l'un que l'autre, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on dit souvent, derrière chaque homme, chaque grand homme vit une femme, ou il y a une grande femme. Je sais pas comment on dit la chose, mais c'est véritablement vrai. Et quand on voit des grands hommes politiques, des hommes politiques, il ne faut pas sous-estimer derrière, dans la transformation que certains hommes peuvent vivre, ou choses comme ça, qu'il y a quelqu'un qui chuchote à l'oreille de ces hommes-là. Et les seules possibilités, en tout cas, pour un homme de changer, c'est souvent l'écoute de sa femme, en fait. Les femmes ont cette capacité, en tout cas, à avoir cette intuition et à être entendues. C'est de vrais soutiens. Bon, le sujet que je traite, il n'est pas forcément évident, parce que je parle effectivement des hommes, des femmes, et je ne veux pas faire une généralité, en fait, là-dessus, par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que je vous parlais de cette complétude, en fait, intérieure, ce fait d'être soi, de se remplir soi. Et avec le temps, et donc là, je vais vraiment parler de moi, avec le temps, il y a quelque chose qui n'est plus en recherche. Je ne suis plus en recherche. Et par contre,
je continue d'avoir des problèmes, je continue de grandir, je continue d'apprendre, et il m'arrive, voilà, etc. Mais, en ce qui concerne le divin, je ne suis plus en recherche. Et ça a changé énormément de choses, en fait. Et ça change énormément de choses. Parce que, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change que je suis bien avec moi. Ça change que je n'attends pas, en fait, de quelqu'un pour me remplir. En fait, je n'attends pas de d'autres personnes pour remplir des espaces qui ne seraient pas remplis. J'ai trouvé mon plus grand thérapeute, mon plus grand ami. J'ai trouvé un espace dans lequel, que je meure ou que je continue à vivre ou quoi que ce soit, je sais que c'est un endroit dans lequel je suis, en fait, pour l'éternité, etc., etc., etc. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important, en fait, de faire la différence entre les émotions, le cœur, le divin, les autres, la vie, etc. Il y a toute une confusion, en fait, qui peut être faite par rapport à ça. C'est pour ça que, à un certain niveau, et je vous invite toujours à retourner votre regard, en fait, à l'intérieur. Retournez votre regard. Et quand je vous parlais hier, on faisait cet exercice de regarder ce que l'autre nous amène comme miroir. Hein, je vous disais, voilà, vous avez une problématique avec quelqu'un et vous regardez et vous vous rendez compte, en fait, que ce que vous pensez de l'autre personne, et c'est même pas de l'autre personne, c'est ce que vous vivez intérieurement comme contraction de par le comportement que vous avez vis-à-vis de ce que vous pensez de ce qu'il a fait. C'est complètement différent. Donc c'est quelque chose qui nous appartient entièrement, hein, et ben nous permet de récupérer en tout cas ça et de pouvoir le libérer. Parce que personne ne peut nous mettre en colère. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Personne ne peut nous frustrer. Personne ne peut nous blesser. Il n'y a que nous qui pouvons nous blesser. Vous voyez, c'est important en fait de le comprendre. Ça veut dire que ce que nous pensons du monde, ce que nous pensons des autres, ce que nous pensons de la vie, du monde dans lequel on peut se mettre très rapidement dans une vision de victime, nous amène à souffrir en fait intérieurement. Et la recherche excessive, prédatrice d'un compagnon ou d'une compagne, quand on se sent tout seul, est intérieurement une position qui peut être, je dis bien qui peut être, ça dépend de la posture, la recherche d'un comblage, en tout cas d'un vide et d'un manque intérieur qui est lié à une plénitude que nous n'avons pas trouvée en fait nous-mêmes. Et la problématique par rapport à ça, qui peut avoir lieu, c'est que à partir du moment où on n'est pas clair tout à fait sur l'espace en fait de recherche de la personne, de pourquoi, et des espaces en fait que nous recherchons à combler, on va dire ça comme ça, hein, ou pas, bah, c'est qu'on risque d'attirer quelqu'un qui est exactement en lien avec nos blessures, nos problématiques, et qui va faire un pendant d'apparence complémentaire, mais en fait, qui va être, en tout cas, par principe d'inversion, quelqu'un qui va venir nous faire travailler sur la blessure, hein, du style d'une personne complètement dépendante affective, qui va attirer une sorte de personne atteinte à un certain degré, hein, d'une certaine perversion narcissique, hein, se nourrissant sadiquement hein, d'un masochisme inconscient, et dans lequel il va y avoir un rapport de force, de domination, jusqu'à ce que l'autre personne comprenne qu'il faut qu'elle se respecte, qu'elle apprenne à dire non, parce que lui, il a besoin d'énergie, il n'est pas en relation avec ses émotions. Vous savez, c'est le propre en fait de la perversion narcissique, hein, si on parle de cette structure un petit peu rigido-psychopathique, hein, en structure de caractère, bah, c'est qu'en fait c'est une personne qui, de par des difficultés en fait intérieures, hein, si on le prend comme ça, par des difficultés émotionnelles profondes, d'humiliation parfois, qui peuvent avoir été tellement dures, en fait, dans lequel il a vécu cette perversion lui-même sadique d'une autre personne, de ses parents, de sa mère ou de son père, hein, pour des raisons qui peuvent avoir flirté même avec des choses liées à l'inceste et autres. Et ben cette personne-là, elle a complètement bloqué, en fait, son corps. Vous voyez, son émotionnel a été complètement bloqué. C'est une personne qui vit dans son mental, qui n'a accès aux émotions que par son mental. Bon, là, je passe sur un autre sujet, mais voilà. Et donc, à partir de là, en fait, par rapport à ça, il faut bien comprendre que, et c'est intéressant, c'est que, et on le vit tous à notre niveau, hein, chacun. Il ne faut pas croire que les pathologies extrêmes que des personnes vivent ne sont pas à moindre degré quelque chose que nous pouvons vivre à petit degré
dans d'autres aspects en fait de la vie. Tout le monde vit en tout le monde et chaque cas en fait est une partie de nous-mêmes. Vous voyez ? Et quand ce psychopathe, on va dire ça comme ça, il est bloqué comme ça, parce qu'elle vit dans un mental excessif, dans le mental par la survie, donc il y a quelque chose qui est extrêmement alimenté, en tout cas à cet endroit-là, donc ils sont très vifs, et leur prédation et leur capacité à réfléchir et leur intelligence prédatrice est en lien avec leur survie émotionnelle, eh ben, elles vont aller chercher chez une autre personne la charge émotionnelle, vitale, qu'elles ont besoin pour se nourrir, parce qu'elles n'ont pas la capacité d'y aller, puisqu'elles ont fermé les écoutilles, en tout cas du vital. Et comme il y a eu quelque chose qui a été, entre guillemets, perverti et ainsi de suite au niveau de l'humiliation, etc., comme cette blessure d'humiliation est telle, imaginons, je prends cet exemple en tout cas en tant que blessure, et comme le corps de souffrance d'humiliation a été tellement chargé, eh ben, ils demandent de la nourriture. Leur seul moyen de réexister, c'est d'aller humilier l'autre et de le faire pleurer, de l'humilier, voilà, et à un moment, et de récupérer cette masse énergétique, de mettre la paille et de s'en nourrir pour remplir le corps de souffrance à laquelle elles n'ont pas accès parce qu'elles ne peuvent pas le guérir. Et comme elles ne peuvent pas le guérir, bah le seul moyen, comme ils demandent et ça les fait souffrir, c'est de le nourrir d'une manière ou d'une autre. Elles vont aller chercher des proies par survie. Et non parce qu'elles sont méchantes. Mais à un autre niveau, je vous parle des pervers narcissiques comme ça, mais à un autre niveau, c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins tous à un certain niveau quand on pense par intérêt, quand on a besoin de quelque chose. Là, je vous parlais de quelqu'un qui recherche son âme sœur, sa flamme jumelle, qui adorerait rencontrer un homme qui enfin est conscient. Vous voyez, on a tendance des fois à faire une petite liste, je veux un homme, on fait les lois de synchronicité, on fait des visualisations. Alors, il me faut un homme conscient, beau, gentil, macho, mais pas trop, un peu dominant, mais pas trop qui m'écoute. Qui m'aime énormément, mais quand même qui me sait me faire courir un peu, qui est machin et qui a quand même les moyens, mais pas trop parce que quand même il faut que je puisse moi, machin, voilà. Hein ? Qui a une Twingo. Et donc voilà, et à un moment on se rend compte que, bah voilà, en fait, cet homme, il est, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas. Hein, mais il y a une plaisanterie comme ça, c'est des personnes qui regardent, ah je veux un homme comme ci, comme ça, là, et à la fin c'est, merde, c'est un homo. Vous voyez, l'homme parfait, l'homme, voilà. Je plaisante comme ça, hein, c'est pas pour dire, mais c'est vrai que y a un côté où c'est une blague, je sais pas si vous, voilà, par rapport à ça. Hein. C'est juste pour dire que ce côté où on peut aller chercher comme ça chez l'autre quelque chose, bah, c'est une manière en fait où on ne peut pas se nourrir soi-même. Donc on va tenter d'aller chercher chez l'autre une sécurité, une énergie, un pilier, quelqu'un qu'on ressent, qui a une certaine force et ainsi de suite. Et en fait, c'est la même manière, hein, je parlais du pervers narcissique, mais en fait c'est une autre manière un peu différente d'aller faire exactement la même chose. C'est-à-dire d'aller tenter, d'aller se nourrir de certaines choses. Et en fait on se rend compte, bah, peut-être que ça ne marche pas énormément et que peut-être le meilleur moyen, je vais dire ça comme ça, le meilleur moyen d'attirer la personne qui nous correspond, imaginons, hein, si on imaginait qu'on cherchait une personne qui nous correspond, eh ben, c'est de nous correspondre nous, à ce que nous sommes avant tout, et c'est de travailler sur soi en définitive pour trouver en fait cette complétude. Et la chose, c'est que comme on attire un peu à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre, et aussi on attire à soi par complémentarité et opposition des choses, si nous réalisons en fait une complétude de plus en plus profonde de ce que nous sommes, bah, nous allons attirer des personnes qui sont complets, qui se sont trouvés eux-mêmes. Vous voyez ? Parce que naturellement, par principe d'attraction, les cases qui s'emboîtent en fait, voilà, si c'est comme ça, ça va pas rentrer, vous voyez. Mais si vous avez deux personnes qui sont de ce fait complètes, allez, je vais le faire comme ça, pas comme ça, je vais le faire comme ça, hein, deux personnes qui sont complètes, ben, il y a quelque chose qui va pouvoir, en tout cas, se reconnaître en fait dans les choses. Vous voyez ? Parce qu'une personne qui est plus complète, ben, elle va être attirée par une personne qui s'est trouvée aussi, parce qu'elle n'aura pas de blessure à laquelle elle veut se nourrir, il n'y aura pas de traumatisme à laquelle elle y trouve un intérêt, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, naturellement, c'est par notre propre réalisation intérieure que nous pouvons attirer aussi bien des gens, mais que des situations. Parce que là, on parle de personnes, je parle de couples, trucs, ok, c'est une chose. Mais là, je vous parle dans l'ensemble de quelque chose de situation. C'est-à-dire que si nous réalisons parfois certaines choses, il y a des situations que nous n'avons pas besoin de vivre parce que nous n'allons pas les attirer. Il y a parfois des situations qui sont en train de se faire. Ça m'est arrivé de vivre des situations
comme ça, où je sens le truc arriver, je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me dis, voilà. Et là, à un moment, rapidement, je me dis mais je me pose et j'essaye de trouver en fait en moi pourquoi j'attire ça, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette situation qui va faire qu'il va y avoir un problème à tel endroit, dans tel truc, etc. Et à un moment, il y a quelque chose en moi qui le comprend. Je vais le libérer, je vais respirer le truc, je vais pleurer, je comprends cette blessure, j'y reviens. Et à un moment, la ligne de synchronicité qui était en train de se faire, dans laquelle j'étais parti dans la ligne espace-temps, de vivre quelque chose qui devrait m'apporter quelque chose, étant donné qu'elle ne va plus rien m'apporter, parce que ça s'est dissous, j'ai réussi à dissoudre cette partie qui avait un sens, parce que tout a un sens, eh ben, il y a quelque chose qui naturellement se déglingue en fait dans les situations et les choses, bah non, un coup de fil, un machin, un truc, et tout se dissout. Et ça n'a plus lieu, la situation s'est complètement dissoute, les acteurs engagés disparaissent, les machins, voilà. Et je ne vais plus la vivre, parce que c'est plus nécessaire en tout cas que je la vive. Quand je vous disais au tout début, en fait, quand je vous parlais de cette relation avec le divin, eh ben, à un moment, et ça a été par les pratiques en fait intérieures et cette reliance en fait au divin, eh ben, au fur et à mesure, sans que je le voie forcément, à force de regarder le petit enfant, à force de m'abandonner au divin, de m'autoriser à être aimé. Je continue, hein, c'est infini, hein, mais simplement petit à petit, au stade où j'en étais, parce qu'il y avait quand même une couche, hein, il y avait vraiment quand même beaucoup de blessures d'abandon que je voulais pas voir, un abandon, enfin il y a eu beaucoup de choses, c'était quand même extrêmement lourd. Et bien petit à petit, il y a quelque chose qui a pris place. Et à un moment, parce que ça ne s'est pas fait de manière totalement consciente, à un moment, il y a eu quelque chose qui était rempli, en fait, il y a des espaces qui ont été remplis. Et c'est pour ça que je vous disais qu'à un moment, on peut avoir l'impression qu'on est encore en recherche, alors qu'en fait, à l'intérieur, on réalise que c'est plein. Mais pour le réaliser, et pour y aller, et pour le faire grandir, il faut apprendre à regarder au bon endroit. Et pour ça, il faut apprendre à se détacher du mental, hein, à se détacher et arrêter d'être dupe, en fait, d'un mental qui apparaît comme connaissant, alors que c'est juste un organisme d'assemblement de la connaissance qui tente de vivre par lui-même des constructions que nous sommes construits, en fait, au fur et à mesure des années. Tout ce que nous pensons être est une construction. En tant que personnalité, je parle. C'est pour ça que si, dès le début, nous apprenons à comprendre ça, et que tout ce jeu d'énergie que nous vivons à travers nous est une tentative de construire quelque chose d'autre, de plus complet, de remplir comme un puzzle, comme si j'étais un petit puzzle que je m'étais construit, et ce petit puzzle, eh bien, il recherche d'autres petits puzzles pour participer à ma construction. Mais si à un moment nous réalisons que nous ne sommes pas cette construction, nous réalisons que nous sommes un ensemble comment ça s'appelle, une sorte d'illusion hein, construite par nous-mêmes, hein, par la vision du petit enfant jusqu'à l'adulte, eh bien, il y a quelque chose qui peut retrouver son pouvoir en fait intérieur. Et si nous retrouvons notre pouvoir, eh ben, c'est comme si, en regardant au bon endroit, on ouvrait une poche, on ouvre une poche, et il y a une lumière qui peut commencer à pénétrer, une lumière. Et cette lumière, on ne s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure, elle remplit l'espace. Et c'est à un moment où il y a quelque chose qui peut très clairement dire, et si je reprends cette histoire d'être en couple ou pas être en couple, où l'on sait que, intérieurement, on préfère profondément rester seul que mal accompagné. Il n'y a plus de dépendance, entre guillemets, à la recherche de quelque chose d'autre. Il n'y a plus de dépendance au désir d'accaparer ou de posséder plus, entre guillemets. La possession de plus n'est plus un acte compulsif, mais est une action consciente de quelque chose qui peut avoir une stratégie matérielle ou autre, mais ce n'est plus quelque chose qui est inconscient et qui vient derrière avec l'envie de posséder l'autre, d'avoir envie d'autre, etc., dans lequel la frénésie, en tout cas de notre société actuelle, nous amène. Dans cette consommation extrême, hein, il y en a qui font des crédits à la consommation extrêmement élevés, en fait, dans lesquels ils s'endettent. Et si on regarde chacun d'entre nous, en fait, de quoi on a besoin, de ce que l'on veut, en tout cas dans notre vie, regardons, en fait, est-ce que c'est pour combler un manque? Qu'est-ce qui nous manque? Regardons, en fait, chacun, par rapport à notre compagne ou notre compagnon, qu'est-ce que nous attendons, en fait, d'elle ou de lui? Vous voyez? Est-ce qu'il est, entre guillemets, quelqu'un qui est là pour combler un besoin que nous n'arrivons pas à nous donner, même si ça peut faire très plaisir en tout cas de partager des moments, c'est pas le problème en fait de la relation. Je parle pas de cette notion de partage et d'amour qui peut être présent. Je parle de ce que nous attendons de l'autre. Parce que à un autre niveau,
si on le dit ça comme ça, quand nous attendons que l'autre remplisse une tâche et comble un manque, eh ben en fait, nous lui mettons une certaine pression. Et cette pression que nous lui mettons fait que nous ne l'autorisons pas forcément à être lui-même et que nous ne l'acceptons pas non plus comme étant lui-même. Nous voulons qu'il soit autre chose, quelqu'un qui remplit une certaine fonction. Même si à des moments on va le laisser de manière naturelle, on va tendre à ce que quand même il corresponde à ce que nous voulons qu'il corresponde. Donc, est-ce que c'est un véritable amour, en tout cas complet envers l'autre et la relation? C'est une vraie question. Ou est-ce que l'amour devient conditionnel et conditionné par certaines actions très précises de notre catalogue intérieur, dans lequel il doit faire ça, il doit faire ça, et les autres parties du temps, il a le droit d'être lui. Et dans ça, j'autorise et je m'ouvre à un certain amour parce que je l'aime quand même et je suis en reliance avec. Vous voyez? Quand on rentre dans quelque chose de plus en plus profond en fait, dans la relation, on rentre dans un travail en fait, même presque intérieur. Parce que comme je vous disais, l'autre nous fait énormément travailler en fait, sur nous. Et dans une relation même amoureuse de couple, ben, en fait, on se rend compte, vous savez, il y a toujours le côté des 3 ans qui va être cette phase de séduction, en fait, un petit peu. Vous savez, il y a toujours la phase de séduction et il y a des personnes d'ailleurs qui sont en couple et qui n'arrivent pas à rester en couple. Elles vont à chaque fois rencontrer quelqu'un pour vivre cette phase d'excitation, de découverte de l'autre, de la sensualité, de l'excitation de vivre, et passer cette étape, à chaque fois, ça retombe comme un flanc parce qu'on découvre l'autre réellement comme il est et non comme nous aimions imaginer qu'il aurait pu être. Et on arrête là. Et après, on recherche une autre personne. Il y a des personnes comme ça qui collectionnent, en tout cas, pour une certaine période, on va dire vraiment, qui consomment en tout cas cette phase-là. Et vous savez, dans les étapes de couple, il y a souvent la phase de 3 ans, la phase de 7 ans. Hein. La phase de 7 ans, c'est la grande phase, c'est-à-dire que tous les 7 ans, il y a une sorte de remise en question. Hein. C'est toujours comme les cycles qu'on peut vivre en soi-même, etc. Après, la phase de 14 ans, et ainsi de suite. Il y a comme des remises à niveau. Et dans cette relation, moi, je me rends compte dans mes couples successifs qu'à un moment, on se retrouve face à la question presque, mais est-ce que j'aime toujours cette personne? Est-ce que c'est de l'amour, etc. Avec cette remise à niveau dans lequel on regarde en fait quelle est cette relation qu'on a, à quel niveau ça vibre, comment ça vibre, pour répondre à cette question, est-ce que je l'aime? Et dans cette question, on répond à la question est-ce que je l'aime? Une fois qu'il y a cette dimension qui est là, c'est de se dire que oui, en fait, il y a cette réponse qui peut venir, en tout cas je l'espère, en tout cas pour ceux qui se posent la question, de se dire oui, en fait, oui, je l'aime, mais je ne suis pas satisfait de ce que je vis aujourd'hui avec cette personne. Pour des raisons qui sont propres, imaginons, on n'est pas assez à l'écoute, on se croise, on n'arrive pas à se parler, manque de communication, difficulté en tout cas après un enfant à avoir des relations, tout comme ça. Imaginons, on peut prendre toutes les raisons qu'on veut, et c'est là que la communication, c'est là qu'il va falloir faire un pas qu'on n'est pas habitué à faire dans la relation attractive, naturelle, d'une relation qui naît en fait, dans le verbe naître, qui naît, on va dire, à un moment, où ça ne demande pas d'effort. Parce qu'au début, quand on se rend compte, c'est des efforts agréables. On se fait beau, on se fait gentil, on est bienveillant, on est machin, on propose des petits trucs. Voilà. Mais à un moment, quand on est dans un couple plus long, et on commence à avoir des relations qui sont plus longues, forcément, il y a à chaque fois quelque chose où on doit redécouvrir une manière de vivre ensemble parce qu'on se découvre. Et à un moment, c'est à chaque fois un réengagement et un engagement à être ensemble et à vivre quelque chose plus long. Autrement, si on n'est pas prêt à se réengager, c'est mieux de se désengager rapidement pour que l'autre personne puisse s'épanouir. Vous savez, j'avais eu une relation où j'étais resté 8 ans donc avec une femme, et j'ai eu une autre relation après de 9 ans, juste après avec une autre femme. Et à la fin de cette relation, de par le lien qui était entre nous, et on s'est quittés, on peut dire, on va dire mutuellement, je ne sais pas trop le mot qu'on peut dire, mais en tout cas dans ma relation, en tout cas avec elle, et la vision que je m'étais construite, en tout cas de notre relation, je m'étais dit, j'avais cette vision, en tout cas, de me dire, si je la quitte, parce que pour moi, c'était une relation qui ne convenait plus sur beaucoup de points, et je pense pour elle aussi. Forcément, à un moment, il faut comprendre que, il y a des choses qui se jouent. Et je m'étais dit, en fait, si je la quitte, comment est-ce qu'elle va faire? C'est très prétentieux, hein. Non, mais vous voyez, mais c'est quelque chose qui peut arriver en fait naturellement. On se dit, parce qu'on participe, on achète une maison, on construit une maison ensemble, on fait machin, on est truc, Et il y a
une organisation financière, économique, de vie, etc., qui fait qu'à un moment, comment l'autre personne va se débrouiller. Vous voyez, chose complètement stupide, effectivement, parce que chacun, on n'est pas en sucre, hein. Voilà, on est capable de se débrouiller, et c'était sous-estimé, littéralement, en fait, l'autre personne aussi, hein, par rapport à ça. Mais qui sont liés à ma blessure, d'un côté protecteur, qui amène cette sécurité, tu vois, typiquement de l'homme, hein, qui est voilà, dans cette disposition. Et donc, je m'étais dit ça. Et à un moment... Dans cette chose-là, en me disant oui, mais comme elle avait moins envie forcément de me quitter, était entre guillemets, je vais dire, après c'est propre à ma perception hein, de l'univers que je vivais, m'apparaissait plus attachée et n'avait pas envie que ça se termine, et ben j'avais ce côté-là où je me disais oui, mais je vais la faire souffrir. Peur de quitter peur de faire souffrir. Et à un moment, il y a eu cette réalisation qui a été faite et je me suis dit, mais en fait, elle n'est pas heureuse et je ne suis pas heureux. Et je reste en imaginant. C'est ça qui est fou, quoi. En imaginant que j'invente une sorte de bonheur préventif, complètement inventé, inexistant en tout cas, et je reste, et on se fait souffrir en imaginant que si je pars, elle va plus souffrir, alors que j'étais complètement aveugle du fait que chacun a son propre pouvoir. Et je la privais elle-même de rencontrer une autre personne avec qui elle allait pouvoir s'épanouir, être ce qu'elle est, retrouver un bonheur. Et moi-même, je me privais de la possibilité de revivre ma liberté et de retrouver un bonheur que j'avais perdu, en tout cas vers cette fin de relation. Et c'est intéressant, c'est qu'on reste accroché à des illusions de construction et de croyances, en fait, dans des situations qui nous font souffrir. Hein. Alors qu'en fait, si on est... honnête et on redonne le pouvoir à chacun en réalisant qu'on est on a tous une dimension divine d'attraction, de réalisation dans lequel en fait, quand à un moment on se fait souffrir, et c'est la même chose, vous savez, avec tous les couples qui ont des enfants et qui veulent se séparer. Vous savez, on a beaucoup ça, vous avez des familles comme ça qui ont des enfants et ça ne va pas entre eux et tout ça. Et en fait, beaucoup de personnes restent en couple parce qu'ils ont des enfants. Ils se disent non, mais voilà, on va attendre que les enfants grandissent, tout ça. Mais le problème, si je dis comme ça, s'il y en a, c'est que les enfants, ils captent cette énergie. Ils captent cette vision du couple, ils s'imbibent en tout cas de ce côté où ils voient que les parents s'aiment pas, ils voient très bien que ça va pas, en fait, tout simplement. Ils prennent cette image du couple pour eux, ils sont malheureux, parce qu'ils voient bien que la relation de couple, ça va pas. Les enfants sont beaucoup plus adaptables, en tout cas, que les adultes. Vous voyez, nous, on est beaucoup plus rigides, en tout cas, que des enfants. Les enfants sont parfaitement capables de s'adapter, en définitive, à un divorce ou à une séparation. Et les enfants sont beaucoup plus heureux, et ça on en a beaucoup plus de témoignages, de parents qui se séparent et qui retrouvent un bonheur mutuel et qui amènent en tout cas chacun d'entre eux une vraie dimension de présence avec les enfants et une joie même d'une famille recomposée, que de rester avec des parents qui vont mal, qui se crient dessus, dans lesquels ils ont une relation toxique et ils restent ensemble juste en plus pour les enfants, en faisant bien sentir intérieurement sans le dire qu'ils sont ensemble pour un peu les enfants, vous voyez ? Parce qu'ils ne peuvent pas et l'histoire est compliquée. Et c'est tout là où en fait on manque de liberté et on manque de discernement en fait par rapport à la relation et aux relations en tout cas que nous vivons. Et c'est pas simple, hein. Moi j'apprends encore, on continue à grandir dans la relation et c'est vraiment dans la relation qu'on grandit. C'est pour ça que même quand on devient parent, c'est là qu'on réalise qu'on touche à un développement personnel qu'on n'avait jamais touché. Parce qu'on touche à un don de soi, à une relation en tout cas amoureuse avec un être dans lequel au bout d'1 mois qu'il est né, on serait capable de donner notre vie pour cet être et on touche à quelque chose qui va ne jamais nous quitter toute notre vie avec toutes les choses qui peuvent arriver. Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent arriver de par le lien qui est créé, etc. Et c'est là où en même temps que l'on vit dans la forme, l'attraction, la fusion en tout cas avec ce que l'on vit, et bien pour ne pas parfois même chuter en tout cas dans ça, complètement, je dis bien complètement inconsciemment, bien qu'on puisse chuter consciemment dans cet amour et cette reliance, c'est de se rappeler que l'autre est une âme et a aussi un chemin. Très souvent, moi je fais cet aller-retour aussi avec ma fille, dans lequel il y a un attachement qui est profond, en fait, un lien qui est vraiment profond avec elle. Et des fois je me dis, mais de par ma sensibilité et puis ma blessure aussi d'enfance, vous voyez, ça a été très difficile, moi j'ai refusé pendant très longtemps en tout cas d'avoir un enfant. J'ai pas voulu, avec d'anciennes compagnes, d'avoir un enfant parce que je ne voulais pas, mais en fait, c'était que la reprojection et l'incarnation d'une blessure que je ne voulais pas reproduire, dans laquelle l'enfant n'était pas accepté, ne valait pas le coup. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et dans cet attachement que j'ai aujourd'hui pour ma fille, qui est vraiment très profond, ben parfois il m'inquiète.
Vous voyez? Parce que je me suis jamais retrouvé avec une implication aussi profonde avec une personne sur Terre. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que ça nous ramène à l'impuissance, littéralement. C'est clair, vous êtes impuissant. Là, elle n'est pas là, il lui arrive un accident. Voilà, je suis impuissant. Donc, cette impuissance, elle désarçonne. Elle est autant amoureusement lumineuse qu'elle est autant catastrophiquement déstructurante voilà, s'il arrive quelque chose. Et donc, aujourd'hui, en tout cas dans cette reliance, eh ben, j'apprends en fait à faire cet aller-retour à chaque fois. Et je la regarde comme une âme, comme un être. Je me connecte à ses autres vies, à ce qu'elle est en tant qu'âme, en tant qu'être épanoui, dans ce qu'elle a à vivre, dans ce qu'elle a à faire. Je fais le lien avec moi, dans tout ce que j'ai vécu de violent dans ma vie, qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, en me disant, peut-être qu'elle passera par là, peut-être qu'elle a à vivre ça aussi, mais elle a la force. Le divin lui a tout donné, et je lui donnerai tout ce qu'il faut. Enfin, vous voyez, c'est une danse préparatoire à l'adolescence. Hein? Et est-ce qu'on est vraiment préparé? Je ne pense pas non plus. Vous voyez, je ne pense pas. La vie fait vivre ce qu'elle a besoin de vivre, mais on vit dans ça. Mais plus on est conscient de ces constructions, plus on va dans cette dimension de comprendre comment on s'est construit, comment on s'imagine être, et ben plus on peut se libérer entre guillemets de certaines choses voilà, qu'on s'imagine et passer à côté de ce que l'on est. Parce que ce que nous sommes, dans notre nature, nous ne risquons rien. C'est ça qui est incroyable. Nous sommes invulnérables dans notre nature véritable. Donc plus nous prenons le temps et nous prenons soin de nous relier à ce que nous sommes, et ben plus en définitive nous trouvons un espace de détente, en tout cas profonde. Je ne parle pas forcément d'une détente physique, je parle d'une détente beaucoup plus profonde. Mais en fait, c'est cette véritable détente intérieure qui permet au corps de se détendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, détendez-vous, préparez les corps, détendez-vous. Parce qu'en fait, c'est la grande clé. Il faut trouver des espaces de détente, de confiance, de paix. Et petit à petit, la présence s'infuse de plus en plus, et elle éclaire par sa présence les constructions, les fausses constructions que nous sommes. Elle nous amène à être plus vulnérables. Ça, c'est une réalité. Avant, j'étais beaucoup plus rigide. Au fur et à mesure des années, je suis devenu beaucoup plus vulnérable. Je remarque, c'est pas confortable, mais c'est cette descente dans cette humanité que nous sommes. Et c'est intéressant parce que je me sentais beaucoup plus invulnérable, alors qu'en définitive, c'était une fausse invulnérabilité. Dans le sens où, en fait, c'était une rigidité. C'est comme si on créait une matière, on créait du titane, vous voyez. Mais en fait, à l'intérieur, on a peur. C'est de la peur qu'il y a à l'intérieur. Alors que quand ça se dissout, en fait, on se sent vulnérable. Mais on sent que si on est touché, ça nous traverse et ça nous touche simplement à travers quelque chose qui, elle, n'est pas touché. Vous voyez ? C'est vraiment intéressant le chemin. C'est pour ça que c'est la plus grande aventure que l'on peut vivre, c'est cette exploration, en fait, c'est cette descente en nous-mêmes. Il n'y a pas plus grande aventure, mais elle n'est pas forcément confortable. Et ça nous demande d'avoir l'engagement, mais aussi le courage d'apprendre à se regarder. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sur le chemin, pas infini, mais en tout cas, à chaque fois, on va aller chercher des strates, Et même quand on pense qu'on a vu quelque chose, le divin va nous confronter à quelque chose d'autre, de plus profond, de plus lourd. Parce qu'enfin, on est prêt à aller à des endroits où on n'imaginait même pas qu'on avait ça. Chacun, on se dit « Ah, je suis comme ça, nana ». Mais en fait, on ne s'imagine pas que derrière un petit truc qui paraît anodin, ça se trouve, il y a un énorme dossier transgénérationnel, machin, nana, dans lequel, enfin, il est temps de s'en occuper. C'est comme un petit bébé qui nous attend, mais pas... voilà. Et qui, à un moment, va monter et va complètement déstructurer notre vie, va monter en avant, on va se retrouver en prise à quelque chose. Mais c'est une grâce. C'est une grâce parce que ça veut dire qu'on a la lumière pour ça, on a la dimension pour ça. Et donc, voilà, voir la vie comme un cadeau, c'est quelque chose qui, je pense, ne peut être qu'une réalisation intérieure. La fausse gratitude ne marche pas, en fait, sur notre chemin spirituel. La gratitude doit venir d'un élan spontané, en fait. Voilà, c'est quand on voit la beauté de la vie que la gratitude vient naturellement comme la conséquence de quelque chose.